Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut à une personne de bien, quelqu'un de gentil, compatissant et éthique, pour commettre des actes de cruauté ou même devenir un monstre? Imaginez quelqu'un que vous admirez, quelqu'un en qui vous avez confiance, se transformant en quelqu'un que vous ne reconnaissez à peine. Que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas qu'une anomalie rare, mais un schéma que l'on observe à travers l'histoire et le comportement humain? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des questions les plus provocantes et dérangeantes sur la nature humaine. Pourquoi les bonnes personnes font-elles parfois de mauvaises choses? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez les mécanismes choquants qui poussent des individus ordinaires dans l'obscurité. Plus important encore, nous découvrirons comment reconnaître et résister à ces forces, avec la dernière révélation étant la plus critique et émancipatrice de tout. Ce voyage nous plonge profondément dans des expériences psychologiques, des événements historiques et des réflexions philosophiques qui exposent la ligne fine séparant le bien du mal. Ce n'est pas seulement l'histoire des autres, c'est un miroir qui nous oblige à nous interroger et à demander « Que ferais-je à leur place? Pourrais-je, moi aussi, être influencé par ces forces ?» Restez avec moi, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait fondamentalement changer votre façon de voir le monde et vous-même. L'effet Lucifer est un concept popularisé par le psychologue Philip Zimbardo qui a conduit l'infâme expérience de la prison de Stanford. Ce qu'il a révélé est profondément troublant. L'environnement dans lequel nous sommes placés, les rôles que nous adoptons et l'autorité que nous obéissons peuvent tordre même les individus les plus vertueux en auteur de préjudice. Réfléchissez-y. L'histoire regorge d'exemples de personnes ordinaires ayant commis des atrocités extraordinaires. Les gardiens des camps de concentration nazis, les soldats qui ont mené des nettoyages ethniques, ou même les témoins qui sont restés silencieux alors que des horreurs se déroulaient. Tous ces individus n'étaient pas nés mauvais. Ils étaient, dans de nombreux cas, des gens ordinaires entraînés par des circonstances qui ont libéré les parts les plus sombres de la nature humaine. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse réside dans une combinaison de forces psychologiques et sociales qui façonnent le comportement. Tout d'abord, il y a le pouvoir de l'autorité. Les expériences de conformité du psychologue Stanley Milgram dans les années 60 ont montré que les gens iraient jusqu'à des extrêmes, infligeant même de la douleur à autrui lorsqu'ils étaient instruits par une figure d'autorité. Dans son étude, les participants devaient infliger des chocs électriques à une autre personne, qui était en fait un acteur prétendant ressentir de la douleur. De manière choquante, la plupart des participants ont continué à administrer des chocs même lorsqu'ils croyaient causer de graves dommages, simplement parce qu'on leur avait dit de le faire. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. À quelle fréquence suivons-nous des instructions sans les remettre en question? Que ce soit de la part d'un patron, d'un leader, ou même des normes sociétales? Que feriez-vous si quelqu'un en position de pouvoir vous demandait de compromettre vos valeurs pour le bien commun? Un autre facteur crucial est le concept de déshumanisation. Lorsque nous dépouillons les autres de leur humanité, en les qualifiant d'ennemis, d'inférieurs ou de moins que rien, il devient plus facile de justifier des actes de cruauté. C'est une tactique utilisée encore et encore dans la propagande, la guerre et même les conflits quotidiens. Il est plus facile de nuire à quelqu'un lorsque vous ne le voyez plus comme une personne. Considérez le langage que nous utilisons aujourd'hui dans le discours social et politique. À quelle fréquence voyons-nous des groupes de personnes réduits à des étiquettes ou des stéréotypes? Réfléchissez à la manière dont cela diminue notre empathie et notre connexion, créant une mentalité de « nous contre eux ». Mais la déshumanisation n'est qu'une partie du puzzle. Les rôles sociaux et la dynamique de groupe jouent également un rôle significatif. L'expérience de la prison de Stanford de Zimbardo a illustré cela de manière éclatante. Des étudiants universitaires ont été assignés au hasard pour être soit gardiens, soit prisonniers dans un environnement de prison simulé. En quelques jours, les gardiens ont commencé à exhiber des comportements abusifs, et les prisonniers ont montré des signes de stress extrême et de soumission. Ce qui était choquant, c'était la rapidité avec laquelle les participants ont perdu de vue leur individualité et se sont conformés au rôle qui leur était attribué. Cela soulève une question cruciale. Combien de notre identité est façonnée par le rôle que la société nous impose? Sommes-nous vraiment libres d'agir en tant qu'individus ou jouons-nous inconsciemment des rôles dictés par les systèmes qui nous entourent? Ces forces, l'autorité, la déshumanisation et la dynamique de groupe, ne sont pas théoriques. Elles sont actives dans notre vie quotidienne,
influençant notre façon de penser, d'agir et de tromper les autres. Nous les voyons dans les lieux de travail, dans les écoles, sur les réseaux sociaux, et même au sein des familles. Reconnaître ces forces est la première étape pour y résister. Mais qu'en est-il du point de bascule? Le moment exact où une personne bienveillante franchit la ligne. Ce moment est souvent subtil. Il commence par de petits compromis, une décision de rester silencieux en témoignant d'une injustice, un accord pour suivre juste cette fois-ci. Au fil du temps, ces petits choix s'accumulent, créant une pente glissante qui peut mener à un échec moral profond. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà pris une décision qui allait à l'encontre de vos valeurs parce que c'était plus facile ou plus sûr? Quelles en ont été les conséquences? En avançant, nous allons explorer comment reconnaître ces moments avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Plus important encore, nous allons découvrir comment favoriser la résilience face à ces forces psychologiques. Mais d'abord, confrontons une question encore plus profonde. Certaines personnes sont-elles immunisées contre l'effet Lucifer? Ou est-ce un danger auquel nous sommes tous confrontés? Restez à l'écoute, car ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur vous-même et la nature humaine. Confrontons maintenant la question qui ronge l'esprit de beaucoup. Certaines personnes sont-elles vraiment immunisées contre l'effet Lucifer? La réponse, aussi inconfortable soit-elle, est qu'aucun d'entre nous n'est entièrement immunisé. Les psychologues débattent depuis longtemps du rôle de la personnalité dans la résistance à la corruption et à l'effondrement moral. Bien que certains traits, comme une forte empathie, une conscience de soi et du courage moral, puissent agir comme des facteurs protecteurs, la vérité est que dans les bonnes, ou peut-être les mauvaises, circonstances, n'importe qui peut succomber à ces forces. Pensez-y de cette manière. Nous portons tous en nous la capacité à faire à la fois un grand bien et un mal indescriptible. Cette dualité est un thème récurrent dans la littérature, la religion et la philosophie. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, a décrit cela comme l'aspect ombre de notre psyché, les parties plus sombres, souvent réprimées, de nous-mêmes que nous hésitons à reconnaître. Jung croyait que pour vraiment nous comprendre, nous devions confronter cette ombre et l'intégrer dans notre conscience. Avez-vous déjà ressenti une montée de colère ou d'envie si intense qu'elle vous a même surpris? Avez-vous déjà dit ou fait quelque chose dans le feu de l'action que vous avez par la suite profondément regretté? Ce sont des aperçus de l'ombre à l'œuvre. Si elle n'est pas maîtrisée, cette ombre peut croître et se manifester de manière à s'aligner avec l'effet Lucifer. Mais voici la partie encourageante. La prise de conscience est notre meilleure défense. En comprenant les mécanismes psychologiques qui mènent à l'effondrement moral, nous acquérons le pouvoir de leur résister. Alors, plongeons plus profondément dans le fonctionnement de ces forces dans le monde réel et comment nous pouvons y contrer. L'un des mécanismes les plus insidieux est ce que les psychologues appellent la désengagement moral. Ce concept, introduit par le psychologue Albert Bandura, explique comment les individus rationalisent des comportements nuisibles pour éviter de ressentir de la culpabilité ou du remords. Par exemple, quelqu'un pourrait se convaincre que tout le monde le fait ou que la fin justifie les moyens. Ces rationalisations créent une distance psychologique entre l'individu et ses actions, rendant plus facile la justification des actes répréhensibles. Considérez comment cela se manifeste dans des scénarios quotidiens. Un étudiant pourrait tricher lors d'un examen, se disant que ce n'est qu'un incident isolé. Un responsable pourrait traiter les employés de manière injuste, croyant que c'est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'entreprise. À ces moments-là, le désengagement moral permet aux gens d'agir de façon qui contredisent leurs valeurs. L'antidote à cela, ce que certains psychologues appellent la vigilance morale, implique de remettre activement en question nos actions et leurs conséquences, même lorsque cela est inconfortable. Cela signifie se demander: est-ce que je justifie quelque chose que, au fond, je sais être mauvais? Un autre outil puissant est la cultivation de l'empathie. L'empathie agit comme un contrepoids à la déshumanisation. Lorsque nous voyons vraiment les autres comme des individus complexes et sensibles, des personnes avec des espoirs, des peurs et des rêves, il devient beaucoup plus difficile de leur faire du mal. C'est pourquoi la narration, l'art et les vraies connexions humaines sont si vitaux. Ils nous rappellent notre humanité partagée et brisent les barrières qui nous divisent. Mais qu'en est-il au niveau sociétal? Comment abordons-nous les systèmes et structures plus larges qui perpétuent le mal
et facilite l'effet Lucifer à grande échelle. C'est ici que le rôle du leadership et de la responsabilité collective devient crucial. L'histoire nous a montré que des leaders charismatiques peuvent soit élever, soit corrompre des sociétés entières. Adolf Hitler, par exemple, a manipulé la peur et les préjugés pour justifier des atrocités. En revanche, des leaders comme Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr. ont utilisé leur influence pour inspirer un changement positif et résister à l'injustice. Cela nous amène à une question cruciale. Quel type de leader choisissons-nous de suivre et quelle influence exerçons-nous sur les autres? Même si nous ne sommes pas en position d'autorité traditionnelle, nous avons tous une influence au sein de nos familles, communautés et lieux de travail. La question est de savoir si nous utilisons cette influence pour promouvoir la compassion et l'équité, ou pour perpétuer le mal et la division. Réfléchissez un moment à votre propre vie. Qui sont les personnes que vous admirez? Quelles valeurs incarnent-elles? Et, tout aussi important, quel exemple donnez-vous à ceux qui vous regardent? En examinant ces forces, l'autorité, le désengagement moral, la déshumanisation et le leadership, il est clair que la bataille entre le bien et le mal n'est pas seulement externe, c'est une lutte intérieure que chacun de nous affronte chaque jour. Mais voici la vérité qui donne du pouvoir. Tout comme les circonstances peuvent égarer les gens, elles peuvent aussi nous guider vers des actes extraordinaires de bonté, de courage et d'intégrité. Les mêmes mécanismes qui créent des monstres peuvent également engendrer des héros. Alors, comment s'assurer que nous restons sur le chemin du bien? Comment cultiver la force pour résister à l'effet Lucifer lorsqu'il se manifeste? Les réponses se trouvent devant nous. Dans la prochaine section, nous découvrirons des stratégies pratiques pour reconnaître et résister aux forces qui mènent à l'échec moral. Ces stratégies ont été éprouvées par des psychologues, des leaders spirituels et des individus ordinaires qui ont affronté des défis extraordinaires. Et rappelez-vous, la dernière révélation que nous allons explorer est la plus transformative de toutes. Une prise de conscience qui pourrait changer non seulement la façon dont vous percevez les autres, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Pour résister aux forces qui peuvent nous égarer, nous devons d'abord comprendre que la simple prise de conscience ne suffit pas. Bien que reconnaître les mécanismes psychologiques de l'effet Lucifer soit une étape cruciale, nous avons besoin de stratégies concrètes pour contrer leur influence. Explorons ces stratégies, en commençant par le concept de courage moral. Le courage moral est la capacité d'agir de manière éthique et de défendre ce qui est juste, même face à la peur, à l'opposition ou à la perte personnelle. C'est ce qui pousse quelqu'un à dénoncer l'injustice, à protéger les vulnérables ou à admettre une erreur, alors qu'il serait plus facile de garder le silence. Mais le courage moral n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons. C'est quelque chose que nous cultivons par une pratique délibérée et une réflexion. Pensez à des figures historiques comme Rosa Parks, qui a refusé de céder sa place dans un bus, déclenchant un mouvement pour les droits civiques. Ou considérez les lanceurs d'alerte, qui exposent la corruption et les méfaits, souvent au prix de grands sacrifices personnels. Ces individus n'étaient pas à l'abri de la peur, mais ils ont choisi d'agir malgré tout. Alors, comment pouvons-nous développer le courage moral dans nos propres vies? Commencez par identifier vos valeurs fondamentales, les principes qui comptent le plus pour vous. Ces valeurs peuvent inclure l'honnêteté, la compassion, l'équité ou la responsabilité. Réfléchissez au moment où vous avez été confronté à un dilemme moral. Avez-vous agi en accord avec ces valeurs ou les avez-vous compromises? Un exercice pratique consiste à vous imaginer dans des scénarios difficiles. Que feriez-vous si vous étiez témoin de harcèlement au travail? Comment réagiriez-vous si vous étiez poussé à suivre une directive non éthique? En visualisant ces scénarios, vous pouvez vous préparer à agir selon vos valeurs morales lorsque la situation se présente. En anticipant ces situations et en répétant votre réponse, vous renforcez votre capacité à agir de manière décisive quand le moment est venu. Une autre stratégie essentielle est de créer des liens sociaux solides avec des personnes partageant vos valeurs. S'entourer d'individus soutenants et intègres peut servir de rempart contre les influences négatives. Ces relations offrent un sentiment de responsabilité et d'encouragement, rendant plus facile la résistance aux pressions de la conformité et de l'autorité. Mais que faire lorsque nous sommes confrontés à des systèmes ou des environnements qui semblent conçus pour éroder notre moralité? C'est là que le concept de conscience situationnelle devient vital.
La conscience situationnelle implique de reconnaître les indices subtils et les dynamiques qui influencent le comportement. Par exemple, faites attention aux normes de groupe, ce qui est considéré comme acceptable ou attendu dans un environnement donné. Si vous remarquez des schémas d'exclusion, de malhonnêteté ou de préjudice, interrogez-les. Demandez-vous, est-ce vraiment juste ou ai-je simplement accepté cela parce que tout le monde le fait? De plus, considérez le rôle des petites actions dans la création de changements. Souvent, nous nous sentons impuissants face à des problèmes systémiques, mais même de petits actes de résistance peuvent faire la différence. Pensez à l'effet d'entraînement. Comment la décision d'une personne d'agir avec intégrité peut inspirer d'autres à faire de même. Par exemple, au travail, s'exprimer contre des pratiques non éthiques peut sembler risqué, mais cela peut inciter d'autres à faire entendre leurs préoccupations également. De même, choisir la gentillesse et la compréhension dans les interactions quotidiennes peut défier la culture de déshumanisation qui imprègne souvent la société. Abordons également l'importance cruciale de la réflexion personnelle. Le philosophe Socrate a dit célèbrement « Une vie sans examen n'en vaut pas la peine ». La réflexion personnelle nous permet d'identifier nos préjugés, de reconnaître nos erreurs et d'en tirer des leçons. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès, devenir un peu meilleur, un peu plus conscient chaque jour qui passe. Habituez-vous à vous poser régulièrement des questions telles que « Qu'est-ce qui a motivé mes actions aujourd'hui? Ai-je agi en accord avec mes valeurs? Je traite les autres avec respect et empathie. Y a-t-il eu des moments où je suis resté silencieux alors que j'aurais dû parler ?» En réfléchissant à ces questions, vous vous entraînez à agir avec plus d'intention et d'intégrité. Mais qu'en est-il de la question ultime? L'effet Lucifer peut-il jamais être complètement neutralisé? Bien que la réponse dépende de facteurs individuels et sociétaux, la clé réside dans le développement de ce que le psychologue Philippe Zimbardo appelle une imagination héroïque. L'imagination héroïque est l'état d'esprit qui permet aux gens ordinaires d'accomplir des actions extraordinaires face à des défis moraux. C'est la croyance que vous aussi pouvez faire la différence, que l'héroïsme n'est pas réservé aux exceptionnels, mais est accessible à chacun d'entre nous. Pour cultiver cet état d'esprit, commencez par chercher des occasions de pratiquer de petits actes d'héroïsme. Cela peut inclure défendre quelqu'un maltraité, faire du bénévolat pour aider ceux qui en ont besoin, ou simplement choisir la gentillesse plutôt que l'indifférence dans vos interactions quotidiennes. Il est également utile d'étudier les vies de ceux qui ont illustré l'héroïsme, des figures historiques aux acteurs du changement moderne. Leurs histoires nous rappellent que le courage et la compassion sont à notre portée. À ce stade, vous vous demandez peut-être quelle réalisation finale peut vraiment transformer notre vision de nous-mêmes dans le monde? La réponse réside dans la compréhension de la profonde interconnexion de l'humanité. La ligne entre le bien et le mal ne court pas entre des groupes de personnes ou des nations. Elle traverse chaque cœur humain. Comme l'a écrit un jour Alexandre Solzhenitsyn, la ligne de bataille entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme. Cette réalisation est à la fois humiliante et empourante. Elle nous rappelle que nous sommes tous capables de causer du tort et de guérir, mais elle nous donne également le pouvoir de choisir. Chaque moment présente une nouvelle opportunité d'agir avec intégrité, de résister à l'attrait des ténèbres et de contribuer à un monde fondé sur la compassion et la justice. Restez avec moi car dans la dernière partie, nous allons plonger encore plus profondément dans la manière dont ces idées peuvent être appliquées à votre propre vie. Ensemble, nous découvrirons des étapes pratiques, non seulement pour résister à l'effet Lucifer, mais pour devenir une force de bien dans un monde qui en a désespérément besoin. À ce stade, nous avons découvert les mécanismes psychologiques qui peuvent pousser de bonnes personnes vers l'obscurité, l'autorité, le désengagement moral, la déshumanisation et l'influence des dynamiques de groupe. Nous avons exploré en quoi la conscience, le courage moral, l'empathie et la réflexion personnelle servent de défense contre ces forces. Maintenant, concentrons-nous sur ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui, pour devenir non seulement résilient, mais aussi une source de lumière dans des circonstances difficiles. La première étape est de reconnaître votre influence. Peu importe à quel point votre rôle peut sembler petit ou insignifiant, vous avez le pouvoir de façonner l'environnement qui vous entoure. Dans chaque interaction, vous contribuez aux normes et aux valeurs qui guident les autres. Favorisez-vous une culture de gentillesse, d'équité et de responsabilité,
ou permettez-vous silencieusement à des comportements nuisibles de persister? Considérons l'histoire de quelqu'un qui a changé le cours de l'histoire par des actions apparemment insignifiantes. Oskar Schindler, un industriel allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'initialement motivé par le profit, Schindler a utilisé ses ressources pour sauver la vie de plus de 1000 personnes juives pendant l'Holocauste. Son histoire est un témoignage de la manière dont un seul individu, même au sein d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, peut faire une différence profonde. Vous n'avez pas besoin de circonstances extraordinaires pour suivre cet exemple. Vous pouvez commencer dans votre propre communauté, votre lieu de travail, ou même au sein de votre famille. Prenez la parole quand vous voyez une injustice. Offrez votre soutien à quelqu'un qui se sent isolé. Remettez en question les stéréotypes et les hypothèses qui divisent les gens. Ces petits actes, multipliés, ont le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des communautés entières. Une autre étape vitale est de vous éduquer vous-même et les autres. La connaissance est l'un des outils les plus efficaces contre la manipulation et l'érosion morale. Étudiez l'histoire, la psychologie et la philosophie pour approfondir votre compréhension de la manière dont et pourquoi les gens prennent les décisions qu'ils prennent. Partagez cette connaissance avec les autres, non pas pour prêcher ou donner des leçons, mais pour susciter des conversations significatives qui inspirent réflexion et croissance. Par exemple, avez-vous déjà considéré à quel point les histoires que nous consommons influencent notre pensée? Les films, les livres et les médias façonnent souvent nos perceptions du bien et du mal, du juste et de l'injuste. En cherchant des récits qui remettent en question vos hypothèses et élargissent votre perspective, vous construisez une compréhension du monde plus nuancée et compatissante. Parlons aussi de la résilience face à la pression. Se lever pour ce qui est juste comporte souvent des risques. Rejet social, conséquences professionnelles, voire perte personnelle. C'est pourquoi la résilience est si cruciale. La résilience ne signifie pas être sans peur. Cela signifie continuer à agir selon vos valeurs. Pour renforcer la résilience, concentrez-vous sur des pratiques qui fortifient votre bien-être mental et émotionnel. Cela peut inclure la pleine conscience, la méditation, l'écriture dans un journal ou demander conseil à des mentors et amis de confiance. Entourez-vous d'une communauté de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. La résilience n'est pas quelque chose que vous construisez seul. Elle prospère dans la connexion avec les autres. Mais que se passe-t-il lorsque nous échouons? Car inévitablement, nous le ferons. Il y aura des moments où la peur ou la pression prendront le dessus, où nous agirons de manière à regretter par la suite. C'est là que le concept de auto-pardon devient essentiel. L'auto-pardon ne consiste pas à excuser un comportement nuisible, mais à reconnaître vos erreurs, à prendre vos responsabilités et à vous engager à faire mieux. C'est comprendre que l'échec fait partie de l'expérience humaine et que la croissance découle souvent de la confrontation avec nos lacunes. Réfléchissez un instant. Y a-t-il eu un moment où vous n'avez pas réussi à respecter vos propres valeurs? Comment avez-vous réagi à cet échec? Avez-vous appris de cette expérience? Ou l'avez-vous laissé vous définir? La capacité à se pardonner et à pardonner aux autres est l'un des outils les plus puissants pour briser les cycles de douleur. Alimentée par le effet Lucifer, elle vous permet d'avancer avec clarté et objectif, plutôt que d'être alourdi par la culpabilité ou le ressentiment. Enfin, revenons à l'une des réflexions les plus profondes, l'interconnexion de l'humanité. Lorsque nous reconnaissons que la ligne entre le bien et le mal traverse chaque cœur humain, nous commençons à voir les autres et nous-mêmes avec plus de compassion. Cette compréhension n'excuse pas le comportement nuisible, mais elle nous permet d'aborder le monde avec empathie et un engagement envers la guérison, plutôt que le jugement. Pensez aux répercussions de vos actions. Chaque choix que vous faites, peu importe sa taille, envoie des vagues dans le monde. Vos actions contribueront-elles à la division et au mal, ou rassembleront-elles les gens et inspireront-elles l'espoir? Imaginez un monde où chacun d'entre nous prend la responsabilité de ses propres choix, où nous résistons aux forces qui déshumanisent et divisent, et où nous nous efforçons de créer des environnements propices à la compassion et à l'intégrité. Ce n'est pas un idéal inaccessible, c'est une réalité que nous pouvons construire un choix à la fois. Alors que nous arrivons à la fin de ce parcours, permettez-moi de vous laisser avec un dernier défi. Réfléchissez à ce que vous avez appris aujourd'hui
et demandez-vous comment vous pouvez l'appliquer dans votre propre vie. Comment reconnaîtrez-vous et résisterez-vous aux forces qui vous éloignent de vos valeurs? Comment contribuerez-vous à un monde où le bien l'emporte sur les ténèbres? Les réponses à ces questions ne sont pas faciles, mais elles valent la peine d'être poursuivies. Car au final, la bataille entre le bien et le mal ne se déroule pas sur des champs de bataille lointains, ni dans des théories abstraites. Elle se livre en chacun de nous, chaque jour. Donc, la prochaine fois que vous serez confronté à un choix moral, souvenez-vous de ceci. Vous avez le pouvoir de choisir, vous avez le pouvoir de résister, et vous avez le pouvoir d'être une force pour le bien dans un monde qui en a désespérément besoin. La question est, relèverez-vous le défi? Merci de votre attention.